Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez à travers vos postes téléviseurs, vos smartphones et bienvenue dans Vox Culture, votre émission qui met en valeur la culture congolaise dans toute sa diversité. Et pour ce numéro, nous recevons un écrivain particulier, il est journaliste d'abord et avant tout, et auteur de plusieurs ouvrages, dont les plus récents, il s'agit ici à la vie bel hommage, la cité d'attache du Vieux-Port. Il vient justement, l'écrivain, nous parler de ces deux ouvrages très intéressants parce que à la vie bel hommage nous fait balader ici dans une histoire où l'existence humaine est mise en relief. Il s'agit de l'autobiographie et aussi la cité d'attache du Vieux-Port. C'est un roman ici qui met en valeur l'histoire, on va dire, déroutante d'amour qui lie une jeune dame, un jeune homme et puis un haut fonctionnaire affable. L'écrivain, c'est bien Émile Gankama sur ce plateau. Bienvenue, cher écrivain. Très bien, merci beaucoup. Toujours heureux d'être sur le plateau de Vox Culture. Ça fait la deuxième fois. La première, c'était il y a 7 ans, je pense. On revient sur ce plateau. Vous devenez un habitué de cette émission, cher écrivain. On se rend compte que vous êtes un écrivain particulier, situé entre la tradition et la modernité. Qu'est-ce que vous dites à ça? Est-ce que c'est un peu ma formation? Vous savez, quand vous êtes né quelque part, comme chacun de nous d'ailleurs, il y a des choses qui ne partent pas, qui vous collent à la peau. Et donc moi, en plus, je suis né dans un petit coin du Congo. Et jusqu'à 14 ans, j'étais toujours avec mes parents. Et puis je suis parti du village pour la ville. Voilà, et ça reste. Je ne peux pas oublier d'où je viens. C'est à peu près ça. On s'adapte à la modernité également, puisque on essaie d'être résilient et on consigne tout cela à travers les ouvrages, pratiquement dans tous vos ouvrages. Vous faites un clin d'œil à la tradition congolaise et aussi vous franchissez un peu le pont avec la modernité. Il faut jamais oublier, comme je l'ai dit, d'où l'on vient, et il ne faut pas s'arrêter seulement à son lieu de provenance. Il faut de la résilience, il faut fréquenter les gens, il faut fréquenter les espaces, il faut voyager, il faut rassembler les connaissances. Et puis voilà, c'est ça qui fait une jonction. Il faut être un peu divers, hein, comme disait l'autre. Il faut être divers dans la culture, essayer de piocher partout pour ne pas rester en marge de ce monde qui est toujours en évolution. Voilà, c'est ça le truc. J'ai ici entre mes mains un sacré livre, c'est moi qui qualifie le livre ainsi, à la vie bel hommage. À la vie bel hommage. Vous dites d'ailleurs d'entrée de jeu, je n'ai toujours pas été journaliste, et vous dites je n'ai toujours pas vécu dans la capitale de plus d'1 million d'habitants où corrobore, on va dire comme ça, les peuples de toutes les langues, les peuples qui viennent de divers horizons, et puis vous dites je viens de Inta. Un village qui est cerné par des forêts et dans le département des Plateaux. Et ça vous rappelle quoi? Alors, je suis d'abord flatté à l'idée que tu dises que le livre est un beau livre. Oui, c'est mon coup de cœur. Je suis flatté en tant qu'écrivain, bien sûr. Effectivement, lorsque je parle d'Inta, mon village, j'essaie de me souvenir de tout ce qui s'est passé pendant notre enfance. On était si nombreux, tous les jeunes. Mais tu sais, il y a des épisodes incroyables. Quand il fait sombre au village, il fait noir. Hein. Il fait sombre totalement. Et j'en parle quelque part. Vous avez des oiseaux, des hiboux. Vous savez, les hiboux, quand ils se mettent à nicher le soir. Excusez-moi, il y a le mâle. Il venait toujours en couple. Hein. Là, il fait sombre. Et il venait toujours en couple, et il y a le mâle qui vous fait et vous avez la femelle qui fait on suppose que c'est les dames, ça parle toujours un peu beaucoup, ça crie beaucoup. Et vous avez la peur au ventre. Vous pensez que le ciel va tomber, en fait. Vous avez très peur. Et ça nous a beaucoup marqué, parce que pour un peu se retenir, les vieux du village étaient obligés de faire des communications.
Hein, ils passaient pour dire il faut qu'on arrête avec ce jeu parce qu'ils estimaient que c'était un jeu, alors que sous d'autres cieux, le hibou, il est célébré. Mais tu vois, ça dépend des cultures. Ils étaient quand même avertis, en effet. Oui, oui. Ils savaient que c'était des jeux. C'est vraiment qui détenait cette science-là. Ils savaient que c'était des jeux pour apeurer. Mais c'était des animaux, en fait, des oiseaux ou des bêtes qui annonçaient quelquefois des très mauvaises nouvelles. Et ça, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Il y avait le chacal et il y avait le hibou. Alors, quand le chacal jappait dans la plaine et le bruit revient au village la nuit et où le hibou fait ce que je viens de dire, on avait peur parce que le plus souvent on écoutait dire, on apprenait des mauvaises nouvelles. Et là, on est encore gamin, on vit, oui. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on avait très peur la nuit. Et puis, dans cet ouvrage, À la vie belle mage, vous dites que votre vie n'a toujours pas été rythmée par le compte à rebours entre bouclage, puisque vous êtes directeur de rédaction de Dépêche Brazzaville, ça il faut le souligner pour nos chers téléspectateurs. Mais on n'a pas de vie, dans une certaine mesure. On n'a pas de vie parce que vous êtes là dès 8 heures, parce que vous devez tenir une réunion, une conférence de rédaction à 9 heures, et une deuxième pour regarder les titres. Et puis voilà, vous devez attendre les papiers qui rentrent, des journalistes qui sont allés en reportage. Et vous devez arbitrer, en fait. Voilà, c'est un travail. Et attendre jusqu'à quelquefois 20 heures pour avoir le bon à tirer que vous donnez à l'imprimerie. C'est un rythme, entre guillemets, fou. Et si tu n'as pas de métier dans les entrailles, je connais quelques amis qui avaient été appelés pour faire du secrétariat de rédaction aux Dépêches, ils ont déserté au bout de 2 semaines. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas tenir ce rythme, c'est impossible. Revenons à Inta, votre village natal. Et quand vous parlez de ce village, déjà vous dites je viens de Inta, vous gardez les points de suspension et vous dites laissez-moi me souvenir et raconter. Et ça commence, comme vous voyez bien, par la joie de Marie et Julienne, qui sont mes 2 grandes sœurs, on va dire. Et donc, je raconte comment ces 2 dames, j'en ai eu 3 hein, d'ailleurs, étaient toutes heureuses parce que la première était déjà en mariage et les 2 qui étaient avec nous encore étaient très heureuses d'avoir un garçon dans la famille. Il y avait un premier garçon qui était parti pour longtemps, pour ses excursions, mais moi je représentais, est-ce que c'était une chance pour les 2 dames? Et en plus, je suis le dernier. Voilà. Quand vous dites le Moinatsuka, le Moinatsuka, comme on dit, donc le dernier né, et mes sœurs étaient heureuses d'avoir un garçon qui clôture un peu, on va dire quoi, les naissances du côté de ma mère. Et un peu plus tard, un garçon qui assume un peu les responsabilités ou la responsabilité d'un père parce que il devrait entretenir sa famille, sa maman, construire une case parce que c'était un peu compliqué aussi, suivant bien entendu ce que vous déroulez dans votre ouvrage. Oui, parce que il y a eu quelques problèmes entre mon père et ma mère. J'ai par là 10 ans et la décision a été prise pour que les 2 se séparent. Et en général, on ne sait pas pourquoi papa et maman se séparent, mais souvent, ça affecte beaucoup les gosses, les enfants. Et ça a été mon cas. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à construire cette petite case comme celle qu'on donne aux humanitaires, aux réfugiés quand ils ont fui la guerre ou fui les violences? C'était un petit pied à terre de peut-être 3 mètres sur 3. Mais là, nous dormions avec ma mère et ma sœur. Je l'ai fait avec le concours des amis de mon âge, mais c'est moi qui ai porté la responsabilité d'établir cette petite maison, qui a fait quand même du bruit, hein, parce que dans tout le village, toutes les mamans prenaient exemple sur moi pour chamailler leurs propres enfants. Voilà, c'est un peu ça. Une très belle histoire pour la gouverne de nos chers téléspectateurs, nos internautes. Il s'agit ici de cet ouvrage À la vie belle mage, c'est l'autobiographie. On parle de l'écrivain qui part de très loin avec cette capacité de résilience, arrivé à Brazzaville, parce qu'il dit je n'ai jamais vécu dans une capitale de plus d'1 million d'habitants et
Quand vous arrivez finalement à Brazzaville, c'est quoi le déclic, puisque vous faites bonne souvenance toujours de votre village natal? Mais le contraste, c'est que dans nos villages, jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, ce que j'ai écrit date de plus de 50 ans, mais est-ce que beaucoup de choses ont changé? Pas toujours. Les maisons sont restées les mêmes, mais la différence, c'est que quand on arrive à Brazzaville, on se trouve dans un cadre où, oh voilà, il y a la lumière, il y a de l'eau à la pompe, et voilà, les maisons sont bien bâties, on va dire. Et ça change du tout au tout. On est ébloui. Oui, on est ébloui. Ben, il faut, à mon avis, toujours garder les pieds à terre. Si tu es venu pour des études, il faut continuer. Parce que si les lumières t'éblouissent trop, tu risques de perdre pied et puis de ne pas réussir. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, j'ai essayé de garder l'équilibre nécessaire pour continuer à aller à l'école. Puisque d'ailleurs, vous dites dans votre ouvrage que Ngele Mawate, Brazzaville n'a pitié de personne, comme ça que vous traduisez littéralement. Oui, oui, ça, ce sont des expressions des vieux de chez nous, qui vous disent que, effectivement, comparé à la vie au village où l'entraide est connue, mais à Brazzaville, hein, en Mongala, comme on dit, oui. Les conseils, c'est pas les conseils de famille, hein, c'est le tribunal devant le juge. Et on fait référence à la loi. Hein, c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Et il faut se battre quand vous êtes en ville. Il faut se battre, comme c'est écrit, hein, c'est se nourrir la sueur de son front. Donc, tu n'attends pas toujours que quelqu'un t'appelle dans le coin pour dire, voilà, il y a un morceau de pain. Non, il faut se battre pour se reclasser, en fait, pour se réinsérer dans cette vie qui est toute trébitante et qui, voilà, tous les matins, il faut se lever tôt pour aller, un peu comme au village, se lever tôt pour aller en forêt. Mais ici, se lever tôt, si tu dois aller à l'école, oui, mais si tu dois aller à ton lieu de travail également, voilà, et on n'a pas pitié, il n'y a pas le monde toujours. Hein. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce Congo des mystères? Quand vous parlez de votre village, vous faites allusion non seulement aux guerriers, à ces hommes, à ces chasseurs qui bravent les animaux sauvages, mais aussi vous faites allusion à la pleureuse. Cette femme qui pleure, qui sait pleurer, qui sait entonner ces cantiques de pleurs. Ouais, c'est dans nos cultures en fait. Je crois que chaque fois, les humains, en fonction des circonstances dans lesquelles ils se trouvent, ils essaient de s'adapter. Aujourd'hui, on parle de résilience, c'est-à-dire s'habituer à son environnement et essayer de créer des mécanismes pour continuer à vivre. Et là, en l'occurrence, quand je parle des chasseurs traditionnels de chez nous, à l'époque, ils n'ont pas de fusil, ils n'ont pas d'armes à feu, ils ont des lances. Et ils font face à des animaux féroces, à des félins, des lions et des panthères. Mais quand un cas de malheur s'est produit au village, nous apprenions beaucoup des pleurs de nos mamans. C'est-à-dire qu'elles vous enseignaient un peu comment est-ce que la vie se déroule et comment est-ce qu'on est affecté lorsqu'on a perdu un être cher. Ça fait des rythmes qu'on ne peut pas oublier quand on a grandi au village, comme nous autres. On n'a jamais oublié nos mamans qui pleuraient à nous faire pleurer aussi à notre tour. Très bon rappel historique parce qu'il y a aussi des anecdotes dans cet ouvrage quand on répare à Inta. J'ai l'impression que vous me faites balader à Inta à travers cet ouvrage. On retrouve un personnage quand même atypique qui ici, à qui on fait manger chaque nuit. Je vais dire comme ça, entre guillemets, et en même temps, ce personnage qui connaît ce qu'on a l'habitude de dire des femmes de nuit, mais quand même, c'est plus ou moins d'exposer la situation en public, mais avec des mots qui touchent. Par exemple, je vais m'en tenir sur l'aspect femme de nuit, il dit, mais c'est bien la nourriture parce que vous avez assez d'argent pour me nourrir comme ça de nuit, mais les femmes de Trouy, je me rends compte, c'est des femmes qui appartiennent aux gens que vous m'emmenez la nuit, mais qui paiera le prix de l'adultère. C'est un peu ironique, ça. Ben, ce vieux-là, à longue vie, je crois qu'il doit avoisiner les 90 ans et plus aujourd'hui. Il s'appelle Cambi Bernard. Alors, s'il avait été à l'école, c'est celui qui produirait des romans incroyables. Il a de l'imagination. Tu imagines, un jour, il y a un décès dans la famille et son petit-fils vient lui dire « Mais grand-père, tu es assez vieux pour assister toujours à la mort de tes petits-enfants, ils étaient toujours là, tu continues de vivre, comment tu l'expliques ?»
Il dit, mais c'est incroyable, tu penses que la longévité est si bête pour me laisser vivre? Si la longévité était aussi idiote, je ne serais pas en vie. Tu vois, donc il a de cette tournure-là, il vit encore jusqu'à aujourd'hui. Je peux te dire que si, quand tu es assis avec lui, il t'en raconte des tas et tous les jours, les jeunes gens viennent à côté de lui pour entendre dire ces choses-là, pour en récupérer. Parce que c'est un monsieur, on va dire quoi, pétri de sagesse. Autant de choses à dire dans cet ouvrage, à la vie bel hommage, mais le temps nous est compté. Mais on va encore repartir dans Ita, votre Ita natal. Mais on se rend compte que vous gardez quand même quand votre père vous dévoilez ici, non seulement votre personnage, mais vous parlez de votre père. Alors mon père, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, les papas, ce sont des protecteurs. Et le mien, ça a été le cas, le nôtre, puisque nous sommes quand même une fratrie de 12 enfants. Hein, voilà, avec... Énorme quand même. Voilà. Mais c'était des protecteurs. Et quand tu commences à critiquer ton père, c'est quand toi-même tu vas devenir père. C'est le cas. Et donc, si j'ai dit à mon père que papa, ce que tu as fait, voilà, c'était ceci, parce que moi, je me préparais moi-même à devenir père, et en me disant, si je dis à mon père que tel acte qu'il a posé n'a pas été toujours bien, je vais tout faire pour ne pas l'imiter dans cet acte. Mais au-delà de ça, j'ai plutôt rendu hommage à ce monsieur qui a passé toute sa vie à nous protéger. Et ça, c'est indéniable. Très bel hommage parce que aussi, il y a un hommage qui vous est rendu. On va tout à l'heure suivre de quoi il s'agit, qui parle. Et vous allez vous rendre compte si ce que vous avez reproché à votre père, on vous reproche pas la même chose. On suit tout de suite. Émile Gankama, c'est un père, comme tu viens de le dire, modèle, responsable, aimant, très attentionné et travailleur. Une source d'inspiration pour nous, je dirais une source inépuisable de force pour nous et comme je disais tout à l'heure, un père modèle. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je grandissais, en le regardant, en voyant son comportement, son caractère, comment il était, je me disais, mon homme doit ressembler à mon père. C'est ce que je disais en grandissant. Et je pense que sa façon d'être m'a influencée en tant que fille dans mes choix, que ce soit dans les amitiés ou bien en amour. Je pense que sa personnalité m'a beaucoup influencée positivement. Cet ouvrage, au fait, tu comprends que tu peux venir de rien pour devenir quelqu'un. Donc, comme il le disait, hein, on peut te donner, comme il me le disait, on peut te donner des millions et des millions, mais quand tu n'as pas le sens de l'organisation, tu peux rien faire avec. Je dirais aussi que quand tu n'as pas de vision et de volonté pour pouvoir atteindre tes objectifs, eh bien, tu peux rien devenir dans la vie. La vie bel hommage, ça raconte la vie d'un jeune homme, un garçon qui revient du fin fond de son village et qui se retrouve aujourd'hui à la tête d'une des plus grandes maisons de presse de son pays et qui a su le tenir en innovant dans sa façon de gérer, dans sa façon d'organiser les choses là où il est. Donc que ce soit sur le plan personnel et sur le plan professionnel, je dirais que c'est quelqu'un qui connaît faire la part des choses. Il est vraiment dans la bonne mesure, comme on dit. Qu'est-ce qu'un auteur qui ne raconte pas ce qu'il a vécu? Je pense que la part de l'authenticité d'un auteur, c'est aussi raconter son vécu. Et comme c'est une autobiographie, je pense que l'autobiographie, son authenticité vient du fait qu'on raconte des choses qu'on a vécues. Et se mettre à nu, ça resterait gravé. Hein, les paroles s'envolent, elles disparaissent, mais les écrits restent. Il s'agit de ma fille, en fait, Emilia. Quand elle est née, je lui ai donné quasiment mon nom. Hein. Moi, c'est Gankama Émile, elle, c'est Gankama Dioli Emilia.
Et je vais simplement te dire une petite chose concernant elle, qui est également journaliste. Seulement le jour où elle se mariait, le jour où elle s'est mariée, c'est en ce moment-là que je me suis, entre guillemets, séparé d'elle. J'ai dit qu'elle avait grandi. J'ai eu les larmes aux yeux, elle a eu les larmes aux yeux, et c'est là que j'ai réalisé que finalement, j'ai eu la chance que la première fille ait été formée, ait eu un job et ait eu un foyer. Voilà, ce qu'elle dit, c'est elle qui le dit, je ne vais pas beaucoup faire de commentaires, c'est elle qui parle. Et donc vous prenez ça sur vous, et on parle de cet ouvrage, c'est votre autobiographie, vous vous retrouvez, et là-dedans, on se rend compte qu'Émile Gankama se dévoile aussi, il est furieux de la rumba. La rumba parce qu'il nous rappelle des classiques, des vieilles classiques. Oui, parce que ça a beaucoup influencé. Même dans nos villages profonds, à l'époque, tu vois, je parle de l'ONATRA, Office national du transport, qui est la société de RDC à l'époque du Zaïre, et OFNACOM, excusez-moi, pas OFNACOM, mais Chacona, hein, voilà, c'est assez proche. Chantier national de construction navale, voilà. Et il y avait donc des bateaux, il y a ville de Mosaka, ville de Brazzaville ici, là-bas il y avait le Courrier, je sais pas, ville de Matadi, mais sur le fleuve Congo, nous écoutions depuis notre village du bruit, on fait de la musique. Et nos grands qui partaient en Mongala, comme je dis, en expédition sur le fleuve, revenaient avec des bouts de musique. Ils achetaient à l'époque ce qu'on appelait l'électrophone. Et la musique de RDC, alors, et la musique des Bantous, ça nous a beaucoup nourri. Les Kavacha, je sais pas. Et ça m'a beaucoup plu parce que je peux te dire que j'avais le répertoire de Yulu Mabiala dans la tête, complet. Yulu Mabiala, le prince. Et donc, dans nos villages, tu ne pouvais pas ne pas fredonner du lipoa-lipoa, du zaïko, voilà, du village Molokai, des choses comme ça. Donc, ça nous a tellement plu. Et je suis assez musique là-dessus. Tu as raison de dire que, effectivement, la rumba, oui, la rumba, je la fredonne. Je crois que, comme disait, c'est Dante, si mes souvenirs sont bons, il faut avoir de la musique en soi. Ça permet de faire passer plein de choses. Et ça vous permet d'écrire comme vous le faites aussi bien. Puisqu'on parle de vous, vous ne parlez pas tout simplement d'Émile Gankama dans ces ouvrages. Vous citez quelques collègues, quelques amis. On verra par exemple Mbengue Emmanuel, avec qui vous avez fait cette belle aventure du côté de Paris, où il fallait vraiment passer du magazine à l'hebdomadaire au quotidien, parlant bien entendu des Dépêches Brazzaville. C'était une belle aventure alors. Ouais, ça fait partie des évolutions de cette maison, les Dépêches Brazzaville bien sûr. Quand j'arrive avec Emmanuel en 2004, je pense, il fallait quitter le magazine qui sortait tous les mois pour faire de l'hebdo. Et ça a commencé en 2004, après notre voyage à Paris, où on a tout mis en place. Mais il y avait au départ, il faut être honnête, des équipes qui travaillaient, que nous sommes venus trouver, des bosseurs. Et donc c'est dans cette aventure commune que nous avons abouti à ce que les Dépêches de Brazzaville deviennent d'abord un hebdo, un bi-hebdo, un tri-hebdo, et puis aujourd'hui un quotidien. Vous avez par exemple un de vos collègues, je ne sais pas lequel exactement, qui essaie plus ou moins de dire quelque chose par rapport à cette belle aventure, parce que là-dedans, vous racontez l'anecdote où vous arrivez, vous êtes un peu mal accueilli, lui donne son avis par rapport à ça, peut-être un avis contraire à ce que vous relatez dans votre ouvrage. Vous pouvez voir également. J'ai plein d'anecdotes sur Gankama Émile. À l'époque, j'animais un journal qui s'appelait L'Arroseur. C'était donc un hebdomadaire satirique. Et je ne connaissais pas Émile Gankama. Il est venu me rendre visite à L'Arroseur. J'avais mes bureaux là-bas à l'immeuble Léon, à la boulangerie Léon.
Et je lui ai demandé d'écrire un test parce que je voulais qu'on travaille avec lui. C'était en quelque sorte pour moi une façon de les tester puisque je ne le connaissais pas. Et quand il a écrit le test, tout de suite, je l'ai pris au sérieux. Je me suis rendu compte de la qualité du travail qu'il avait réalisé et je me suis dit que c'était un grand journaliste. Ce que je peux dire d'Émile Ngakama, c'est que c'est un journaliste talentueux. C'est un bon écrivain aussi, parce qu'au-delà de la presse, il est dans l'écriture. Avec Émile Ngakama, pour préparer la mutation, nous appelons ça comme ça, des Dépêches de Brazzaville, parce que quand nous arrivons aux Dépêches de Brazzaville en 2003, c'était encore un magazine qui était imprimé à Paris, tout ça là. Et donc, nous avons bénéficié, avec le concours de notre employeur, M. Pigas, d'une formation en France. Il fallait aller renforcer nos capacités en secrétariat de rédaction. Donc, c'est comme ça que nous avons effectué ce premier voyage avec Émile Ngakama. Ça devrait être en 2000 ou 2004, quelque chose comme ça. Voilà exactement. Et pour Émile Ngakama, c'était la première fois qu'il pratiquait un peu l'Europe. Pour moi, c'était la énième fois. Et donc, nous n'avons pas eu le même ressenti, mais on était dans la même ambiance. Donc, quand nous sommes arrivés, effectivement, il le relate dans son livre, il parle de ces petites gesticulations de ces dames qui n'avaient pas envie de nous embrasser, étaient un peu hésitantes, un peu curieuses, tout ça. Donc, elles étaient partagées à la fois entre la curiosité, l'étonnement et la peur, en quelque sorte. Un petit mot. Ben, je ne vois pas beaucoup de contradictions. C'est un problème de perception, en fait. Ok. J'étais à mon voyage de France, bien sûr. Mais là, enfin, je peux plaider en ma faveur parce que l'une des personnes que je cite, Madame Bénédicte de Capelle, une camarade de travail, a avoué qu'au départ, il y avait ce qu'on appelle un peu l'effet de seuil. Et la preuve, c'est que quand nous sommes allés à ce resto, où il y a une Corse qui nous embrasse, et puis qui après tient sa joue pour dire, mais ça ne déteint pas, c'est-à-dire notre couleur de peau là, n'a pas déteint sur la peau, sa peau à elle. Et ça, à mon avis, ça a créé un déclic. Puis sur le lendemain, ces dames-là ont commencé à nous embrasser. Ben, dans tous les cas, c'est pas une façon de chamailler, puisque on en rit. Et quand je l'écrivais, j'ai dit notamment à Bénédicte de Capelle, j'ai dit, bon, voilà, je vais mentionner ce passage-là, ça va faire rire, peut-être. Et pour elle, c'était pas un problème. Très bon parcours qui est ici décrit dans cet ouvrage, La vie belle mage d'Émile Ngakama, le dernier virage de cette émission, parce que on tend déjà vers la fin. Il s'agit de cet ouvrage, ce roman, La cité d'attache du Vieux-Port. Là, vous racontez une histoire déroutante d'amour qui lie un jeune étudiant, il s'agit de Rodi, aussi Galia, une lycéenne, un fonctionnaire affable, il s'agit bien entendu de Philos. C'est quoi l'histoire? Alors, c'est quoi l'histoire? On s'attache beaucoup à cette histoire, on va dire, d'amour entre les trois. Mais moi, je préfère m'attacher à tout le déroulé. Enfin, dans les séquences qui précèdent cette histoire, ça me paraît beaucoup plus représentatif de l'objet de cet ouvrage. Pour le reste, des histoires d'amour, c'est vécu par tout le monde, souvent, mais avec un bout de drame, peut-être de part et d'autre. Mais je m'appuie sur ce qui m'intéresse dans cet ouvrage, à la fois, c'est cette histoire, bien sûr, qui occupe une assez bonne place, mais les comportements des habitants de cette ville me semblent quelque chose sur laquelle il faut revenir. Ça résume tout, en fait. Bon, maintenant, cette histoire, effectivement, elle se solde comme elle s'est soldée. On attend que le procès se tienne. La naissance d'Adèle, et qui pose un vrai point de filiation. Voilà. Donc, on attend que ce procès se tienne. Peut-être que c'est ça qui va ouvrir le tome 2 de la cité d'attache du Vieux-Port. On attend que le procès se tienne. Très bien. Et puis là, vous évoquez l'espérance de vie dans ce village, Essana, bien sûr, si j'ai bonne mémoire. Oui, bien sûr, le village Essana. Un village parmi les 10 000 villages qui peuplent l'Afrique ou d'autres continents, parce que
ça se recoupe. Là, aujourd'hui, le monde, le fameux village planétaire, des choses que nous vivons ici, des histoires, des affaires, peuvent être vécues ailleurs. Et là, en relisant cet ouvrage, La cité d'attache du Vieux-Port, il y a beaucoup d'enseignements dans les épisodes des chiens qu'on éventre, des trous béants qui ne sont jamais remplis. Voilà, ça me paraît le côté le plus romantique de cet ouvrage. Et avec aussi le père et la maman de Galia qui vont briser ce tabou où la fille ne devait pas poursuivre avec les études. Voilà. Et c'est très intéressant. Des évolutions, oui. Pour revenir un peu à mon village, à l'époque, je connais un grand-père qui dit à sa fille, tu ne t'inscris pas. En tout cas, alors que le registre était là, il interdit à toutes ses filles de s'inscrire. Alors là, le père de Galia a brisé ce tabou, comme tu dis, et puis Galia a fait des études, elle a eu ses diplômes, voilà, et s'est reclassée, pour dire que les évolutions, il faut jamais en être, il faut pas s'y opposer. Voilà, on arrive à la fin. Le temps nous est imparti à La vie belle hommage avec Émile Gankama, La cité d'attache du Vieux-Port, deux ouvrages très intéressants. L'un, c'est une autobiographie et l'autre, c'est un roman aussi qui nous renvoie dans un certain nombre de réalités de la vie quotidienne. Et Émile Gankama, c'est bien cet écrivain qui a répondu à notre invitation sur ce plateau de Vox Culture. Avec lui, nous avions parlé de ces deux récents ouvrages. C'est disponible dans les différentes librairies à Brazzaville et allez vous en procurer. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonne suite de programmes sur Vox Télévision et on dit également merci à l'écrivain. C'est moi qui vous remercie, comme toujours, une équipe dynamique, Vox TV. Salut. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission.